Un jeune qui vient dire je suis d'autre sexe, il faut entendre ce qu'il dit. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut prendre au pied de la lettre ce qu'il dit. Toute l'affaire est là. Et moi je dis que prendre au pied de la lettre, c'est une démission à l'égard des jeunes. C'est qu'on ne joue pas notre rôle d'adulte à leur égard. Bienvenue dans l'émission Contre-discours sur les questions de genre. Nous sommes Dora Moutot et Marguerite Stern, autrice du livre Transmania. Dans le prolongement de ce travail, nous accueillons sur notre chaîne YouTube Feméliste des personnes au discours dissident sur les questions de genre. Aujourd'hui, nous recevons Christian Flavigny, qui est pédopsychiatre et psychanalyste. Christian Flavigny a travaillé en tant que pédopsychiatre à l'hôpital public de la Pitié-Salpêtrière avant d'y diriger pendant 15 ans le département de psychanalyse de l'enfant et de l'adolescent. Christian Flavigny a pu observer de l'intérieur le glissement à l'hôpital public vers les traitements dits transaffirmatifs pour les enfants avant de le quitter. C'est pourquoi nous pensons qu'il est important de lui donner la parole. Il est l'auteur de plusieurs livres qui traitent du transgenrisme et de l'enfant. Il a été auditionné à de nombreuses reprises par les commissions des lois ou des affaires sociales de l'Assemblée nationale et du Sénat, par le Conseil d'État et le Comité consultatif national d'éthique. Christian Flavigny, bonjour. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez accepté de venir vous exprimer à notre micro ? Bonjour. Eh bien, je vous remercie de cette invitation parce que elle me donne l'occasion de faire valoir, ce qui me semble être au cœur du sujet, c'est-à-dire une certaine incompréhension de ce qui se passe, de ce qui se passe dans ce qu'on appelle le phénomène transgenre, qui est une affaire très troublante, mais qu'il faut éclairer de façon à bien comprendre ce qui se passe et ensuite voir quelles sont les mesures appropriées qui sont justifiées. Donc vous êtes pédopsychiatre et vous avez dirigé pendant 15 ans le département de psychanalyse de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital public de la Pitié-Salpêtrière à Paris. On sait qu'entre 2012 et 2022, la Pitié-Salpêtrière a administré des bloqueurs de puberté à 26 enfants et que 30 jeunes filles de plus de 16 ans ont subi une ablation des seins dans ce service. Qu'en pensez-vous ? Alors, si vous voulez, je vais venir à ce qui se passe à la Salpêtrière depuis une dizaine d'années, mais je veux bien peut-être vous expliquer d'abord ce qui, dans ma formation, m'a amené à être très sensibilisé au sujet que nous allons traiter, que nous traitons actuellement. Voilà. Bon, je suis à la Salpêtrière, j'y suis arrivé en 1973, ça remonte, comme interne des hôpitaux de Paris, à l'époque. J'y ai découvert la pédopsychiatrie, j'y ai été aussi formé à la psychanalyse de l'enfant avec Néanzieux, au psychodrame psychanalytique avec Simone Desmas. Et puis, j'ai été amené, j'ai eu la grande chance de pouvoir rester à la Salpêtrière, je vais en parler, mais j'ai eu aussi la chance, dans ces moments de formation d'interne et de chef de clinique, ce que j'ai été ensuite, de vivre deux expériences qui m'ont alerté sur le sujet. La première, c'est d'avoir travaillé avec le professeur Michel Soulet, qui est le grand spécialiste de l'adoption, puisque c'est lui qui, avec Madame Simone Veil, a rédigé le texte de l'adoption plénière en 1966. J'ai été dans son équipe un petit peu après, mais j'ai découvert dans ce travail, dans son équipe, avec lui, le fait que l'adoption conçue en France est complètement différente de l'adoption telle qu'elle est conçue dans les pays anglo-saxons. Et que cela reflète, c'est ça le point important sur lequel je reviendrai, que cela reflète une conception tout à fait différente du lien parent-enfant. Ça, c'est une déformation dont j'ai pu bénéficier. Et puis alors l'autre qui a été une expérience, je dois dire, exceptionnelle pour moi, c'est de travailler à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul avec le docteur Léon Kressler,
qui est un immense pédopsychiatre français qui a mené la seule véritable étude approfondie sur les enfants que l'on appelle intersexes, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'ambiguïté génitale anatomique, c'est-à-dire des enfants qui sont d'un sexe chromosomique, mais que, du fait d'une anomalie de leurs organes génitaux, on a pris pour des enfants de l'autre sexe et que l'on a commencé à élever dans l'autre sexe. Avec la découverte à un certain moment donc, de cette anomalie qui est liée à un problème médical, voilà, et avec la question à ce moment-là de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Bon. Donc ça a été un débat d'autant plus passionnant dans l'étude que, parallèlement, aux États-Unis s'est développée la même étude, menée par le docteur Richard Stoller. Et c'est important parce que c'est le docteur Stoller qui a amené, dans le jargon psy nord-américain, la notion de gender, traduite aujourd'hui par genre, et d'ailleurs mal traduite, mais n'insistons pas là-dessus. Mais ce qui s'est passé, et ce qui m'a énormément éclairé, c'est le désaccord entre les deux conceptions, celle de Léon Kressler en France, celle de Richard Stoller aux États-Unis, sur la même situation, les mêmes enfants, mais avec une approche très différente. Le docteur Stoller a dit, bon, il y a donc une discordance entre le corps et la vie psychique. On va mettre un mot pour le corps, ça s'appelle sexe en anglais, et un mot sur la vie psychique, on va appeler cela gender. Et puis, à partir de là, en fait, parce que jusque-là, on peut dire, il n'y a pas de problème, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que de là est née la conception américaine qui est la domination de la vie psychique sur le corps. C'est la vie psychique qui dit la vérité de ce qu'est le sexe, ce qui n'est pas du tout la conception française. La conception française, à travers des travaux très aboutis, très élaborés, c'est la conception, c'est le fait que l'enfant s'approprie, ou doit s'approprier son corps sexué pour s'établir dans son sexe, et que c'est un processus complexe, mais qui s'appuie sur le fait de l'approche du regard des parents, sur le fait qu'ils soient leur fils ou bien leur fille. Et que c'est cela qui, je dirais, ancre l'enfant, parfois difficilement, soyons bien d'accord, hein, je ne dis pas que le processus est simple, mais c'est cela qui fait, dans la conception française, que l'enfant s'établit dans son identité sexuée, et que le petit garçon, à ce moment-là, va aller plutôt vers le masculin dans une certaine identification à son père, la fille vers le féminin dans une certaine identification à sa mère, avec parfois des difficultés, hein, qu'il ne faut pas nier, mais cela justifie une approche très différente de l'approche américaine qui va se radicaliser sur cette domination de la vie psychique sur le corps, ce qui va amener à la notion de autodétermination de genre, gender, enfin bon, voilà. Et ça, c'est fondamental parce que cela dénote deux cultures sur la base d'une compréhension différente de ce qui fonde l'identité de l'enfant et de ce qui fonde le lien parent-enfant. Voilà. Donc, éclairé aussi par ce que m'avait appris, ce que j'avais appris dans l'équipe de Michel Soulet. Et donc, cela est essentiel parce que cela conduit à ce qui s'est passé dans la culture nord-américaine, où, il faut le dire en plus, il y a eu une persécution des personnes qu'on appelle minorités sexuelles, notamment des homosexuels, qui a été extrêmement violente. Rien à voir avec ce qui s'est passé en France, où il y a peut-être une forme de rejet, mais pas du tout cette persécution, cette incarcération. On connaît l'histoire de Alan Turing, par exemple, on connaît l'histoire d'Oscar Wilde. Ce sont des choses qui ne sont pas dans la conception française, parce qu'il y a une conception française qui est plus ouverte. On va peut-être pas détailler cela, mais voilà. En tout cas, cela a fait cette façon, je dirais, nord-américaine, dans la culture nord-américaine, de considérer que tout, en quelque sorte, est prédéterminé. Bon, je suis homosexuel, c'est parce que la nature l'a voulu comme ça. Bon, c'est une conception. La conception française est plus nuancée et plus compréhensive d'une certaine manière, et donc du coup beaucoup plus, je ne dirais même pas tolérante, beaucoup plus accueillante finalement. Bon. Et, plus récemment encore, le phénomène que l'on a appelé transgenre, c'est-à-dire quelque chose... Alors,
on va en parler surtout à propos des adolescents, mais enfin ça concerne aussi des personnes de l'âge adulte, mais des personnes qui se ressentent plus, qui ressentent plus, qui ont plus le ressenti, c'est le terme qui est utilisé dans la culture américaine, le ressenti de l'autre sexe. Bon. Mais il faut cette conception un petit peu réductrice nord-américaine pour en conclure que, alors la thèse c'est il y a une erreur de la nature. Thèse que l'on peut considérer comme un petit peu réductrice quand même. Bon. Mais ça montre qu'il n'y a pas de soubassement théorique finalement à cette conception, il n'y a pas de compréhension de ce qui se passe. Et ce que j'ai essayé de montrer à ce moment-là, c'est que et par la culture française, nous avons une conception de ce qui se passe. Alors je vais essayer de la détailler, mais l'important, je dirais, c'est aussi qu'il y a une grande différence des deux cultures. La culture nord-américaine est une culture assez violente, assez radicale, et puis c'est une culture d'affirmation. Ça, c'est important. Aux États-Unis, les homosexuels en sont venus à cette pratique du coming out, je dirais, qui est assez déplaisante finalement à l'égard des personnes. Je trouve que c'est très irrespectueux des personnes, mais c'est comme ça là-bas, parce que si on s'affirme, on a sa place, et il faut la conquérir. Ça, c'est dans la culture nord-américaine. Ce n'est pas du tout l'état d'esprit de la culture française. Voilà. Et donc, la même chose pour l'affaire transgenre, qui aboutit à ce qui apparaît comme quelque chose, comme une thèse parfaitement discutable, qui est « je ressens, j'ai un corps de garçon, oui, mais je ressens beaucoup plus des sentiments, je dirais, du côté du féminin, c'est donc que je suis une femme ». Là, c'est là qu'il y a un point de divergence radical, parce que ce n'est pas du tout ce qu'explique la culture française. Avec évidemment le fait que tout cela est apparu à un moment où la médicalisation était devenue courante, la médicalisation par les hormones, voire par la chirurgie, est devenue une pratique, et qui, notamment chez les adolescents, miroite comme quelque chose qui est accessible. Et à ce moment-là, je me sens du côté féminin. Bon, et effectivement, si la culture précipite dans le fait de changer de sexe, de faire cette fameuse transition, en fait, il n'y a jamais de changement de sexe, bien sûr, il y a changement de l'apparence sexuelle. Bon. Et bien à ce moment-là, notamment dans le mouvement des jeunes actuellement, il y a tendance à se précipiter. Alors, je dis ça parce que ça, c'est mon parcours de formation, et c'est vrai que par la suite, donc j'ai eu la chance de pouvoir rester à la Salpêtrière et notamment, sous la chefferie du professeur Michel Basquin, d'être le responsable du département de psychanalyse de l'enfance, qui a été évidemment une expérience passionnante. Nous avons organisé des journées de réflexion, enfin tout cela était passionnant. Et d'ailleurs, cela a amené, l'une des choses qui m'a aidé, c'est que le premier livre que j'ai consacré, parce que j'ai consacré un certain nombre de livres à toutes ces questions, mais le premier livre que j'ai consacré à cette affaire transgenre, qui est paru chez Teki, qui s'appelle « Aider les enfants transgenres », parce qu'il s'agissait en effet de voir comment faire, a été préfacé par Michel Basquin. Il a bien voulu me préfacer parce que effectivement là nous étions très en phase. Bon. Ensuite, Michel Basquin a pris sa retraite et puis je dirais les choses se sont un petit peu compliquées avec les chefs de service qui ont suivi, donc je n'ai pas conservé cette fonction, même si je suis resté parce que j'aime beaucoup la pratique du psychodrame que je pratiquais là-bas avec beaucoup de bonheur, mais à un certain moment j'ai senti qu'il y avait notamment sur ce sujet de l'affaire transgenre un certain désaccord dont peut-être nous serons amenés à parler. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus de ce désaccord au sein de... Alors ce désaccord, oui, je peux en parler plus. Je pense que mes collègues se sont engouffrés dans la thèse nord-américaine. Moi, c'est comme ça que je comprends les choses. C'est-à-dire que, évidemment, je ne fais aucun procès d'intention. Hein. Je ne doute pas qu'ils veuillent aider les jeunes dont ils s'occupent, dont ils ont la charge. Mais ils se sont engouffrés dans la thèse nord-américaine sans voir, à mon avis, que c'était s'engouffrer dans une thèse militante. Bon. Et donc, ce fameux courant transaffirmatif, qui, je dirais, devient une espèce d'obnubilation pour les jeunes à ce moment-là. Les jeunes qui sont dans une recherche d'affirmation d'eux-mêmes, on leur dit « tu vas pouvoir t'affirmer ». Effectivement, c'est quelque chose qui résonne pour eux. Et c'est vrai. Et c'est vrai que la méthode que moi je préconise pour comprendre ces désarrois des jeunes, parce qu'il s'agit de vrais désarrois, il s'agit de jeunes qui ne sont pas du tout bien dans leur corps et dans leur peau, c'est entendu, mais je pense que la méthode que je préconise, d'une certaine manière, est plus
enfin, ne répond pas à ce vœu d'immédiateté de réponse que les jeunes aimaient évidemment beaucoup. Voilà, une question, une réponse et on n'en parle plus. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut prendre du recul. Nous sommes en principe là pour ça, mais c'est une tâche, je dirais, un peu ardue et parfois un peu décevante. Il faut du temps. Enfin, bon, il faut prendre le temps et ça, c'est quelque chose qui est très difficile pour les adolescents, surtout quand on leur offre quelque chose qui, à mon avis, est un leurre, mais qui est un leurre de solution rapide. Alors, la méthode que vous préconisez, bien sûr, on va en parler dans la suite de cet entretien, mais j'aimerais revenir à une question qui vous a été posée. Entre 2012 et 2022, la Pitié-Salpêtrière a administré des bloqueurs de puberté à 26 enfants, a procédé à l'ablation des seins de 30 jeunes filles de plus de 16 ans. Qu'est-ce que vous pensez de cela ? Je pense que c'est la mauvaise méthode. Je dois dire, c'est ce qui m'a amené aussi, malgré beaucoup de discussions que j'ai tenté d'avoir, parce que je restais en essayant d'engager le dialogue, d'engager la discussion avec mes collègues, notamment Agnès Condat fait référence à un séminaire qu'elle avait créé avec François Ansermet, qui était à l'époque le pédopsychiatre du comité d'éthique. Bon, donc c'était en soi intéressant. Je me suis astreint, je dois dire, à y participer pour essayer justement de faire évoluer la réflexion, mais je n'y parvenant pas, je dois dire, j'ai fini par quitter et par trouver que effectivement on s'orientait trop vers une militance qui se voulait une posture militante soutenant la transaffirmation je dois dire ne parvenant pas à faire évoluer la réflexion et voyant je dirais ce qui se passait que vous venez de décrire, moi je n'ai pas estimé, je n'ai pas voulu cautionner cela en fait, et j'ai préféré quitter pour que, je dirais, on se quitte en relation suffisamment convenable, voilà, sans envenimer les choses, même si je poursuis mon désaccord, notamment à travers les écrits, puisque l'équipe de la Salpêtrière a donné des arguments, notamment dans un long article de la revue de neuropsychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, auquel je réponds d'ailleurs dans le livre récent que j'ai fait paraître chez Ellipse, parce que leurs arguments, selon moi, ne tiennent pas. C'est-à-dire que je démontre, c'est mon objectif, je démontre que, aussi bien d'ailleurs l'équipe de Robert Debré, celle qui a fait cette fameuse interview, cette fameuse séquence filmée dans l'émission Quotidien, qu'à la Salpêtrière, je dirais, ce qui sous-tend la pratique, c'est une conception nord-américaine qui est celle que je critique et que mon maître, je le fais comme ça fait un peu cérémonieux, mais c'est comme ça, mon maître Léon Chrysler avait déjà critiqué, parce que c'est lui qui avait fait connaître les travaux nord-américains au départ dans l'affaire Intersex, et il avait déjà dénoncé, et notamment il est des premiers qui ont dit que la traduction de gender en genre est une traduction fallacieuse. En quoi est-ce que c'est fallacieux de traduire gender par genre ? C'est fallacieux parce que les référents ne sont pas les mêmes, si vous voulez. Comme dans toutes les traductions, c'est toujours le problème. C'est que le genre renvoie, je dirais en français, à tout à fait d'autres notions. Bon, en particulier, se prête, je dirais, à toutes les autres références, notamment l'idée du mauvais genre qui a été très exploitée finalement par les militants pour dire qu'ils étaient exclus et pour adhérer à cette thèse de l'exclusion, alors qu'il ne s'agit évidemment absolument pas, dans la conception que je défends, d'exclure quiconque, ce n'est absolument pas le sujet, mais il s'agit de prôner une approche et une compréhension tout à fait différente de ce qui se passe. Bon. Donc le genre, ce qui s'est passé, c'est qu'avec l'importation du terme de genre en français, je dirais, on a surtout importé la notion d'autodétermination de genre. Bon. Et c'est ça qui a rendu, qui a fait le problème, avec le fait, et là je suis très critique à l'égard de certains psychanalystes, notamment éminents, qui ont je dirais, cautionné la notion de assignation de genre à la naissance. Bon, je ne sais pas si je vais en dire plus. Pourquoi est-ce que c'est critiquable, ça, justement ? Alors, c'est critiquable parce que le sexe à la naissance est constaté,
mais il n'est pas assigné. Dire assigné, ça veut dire que l'on impose quelque chose qui pourrait être arbitraire. Et c'est ça qui est fallacieux. Et alors, qu'est-ce que ça change psychologiquement pour l'enfant quand on le conforte dans cette illusion que voilà, il a eu un sexe ou un genre assigné à la naissance? Mais c'est-à-dire que cela conforte l'idée qu'il faudrait, je dirais, que respecter l'enfant, ce serait attendre son avis sur sa sexualité. Et c'est notamment ce qui s'est passé lorsque, pour en revenir à la question des intersexes qui a été soumise au Conseil d'État, il n'y a pas très longtemps, je crois que il y a eu une audition, c'était pour la loi de bioéthique, c'était vers 2020 par là, enfin bon, elle a été soumise au Conseil d'État. Là encore, je dirais, on a retrouvé quelque chose d'assez paradoxal, puisqu'il y a eu tout un mouvement militant qui a demandé, a exigé que soit refusée toute intervention chirurgicale sur les enfants nés avec une malformation donc de leurs organes génitaux. C'est un paradoxe parce qu'on aboutit à la situation où un enfant qui est victime d'une anomalie médicale, d'une malformation médicale, ne devrait pas être opéré, alors que les enfants qui se sentiraient de l'autre sexe devraient être opérés au plus tôt. Donc ça, c'est quand même le paradoxe. Bon. Mais ce que l'on peut constater surtout, c'est qu'à ce moment-là, le Conseil d'État, je dirais, n'a pas pris la mesure de la question et a adhéré finalement à cette thèse d'une façon ambiguë, parce qu'on a l'art de l'ambiguïté dans ce genre de choses, n'empêche qu'aujourd'hui, les chirurgiens pédiatres n'opèrent plus les enfants. Alors ce sont des cas rarissimes, peut-être, mais ce sont des cas, et c'est comme ça. Et ils n'osent plus parce qu'ils ont la crainte de... Alors on a fait une espèce de formulation juridique extrêmement ambiguë, mais qui peut prêter finalement à ce qu'ils se retrouvent en justice. Donc effectivement, on a là quelque chose où on voit l'envahissement de cette conception nord-américaine, je dirais, qui est l'idée, c'est la personne même qui doit décider, parce qu'elle doit s'autodéterminer. Effectivement, pour un bébé, il faudrait attendre qu'il puisse s'autodéterminer, ce qui amènerait à ce moment-là à ce qu'un enfant soit élevé dans une espèce de confusion pour les parents entre est-ce qu'il est notre fils ou est-ce qu'elle est notre fille. Bon, ce qui est une confusion bien plus grave, je dirais, que le problème, effectivement, que l'enfant puisse s'adapter à une intervention chirurgicale. Mais c'est pour cela que dans la conception de Kressler, l'important, l'élément essentiel de la décision chirurgicale devait intégrer, je dirais, ce qui est, fondateur pour l'enfant de son identité sexuée, c'est, à côté de son corps sexué bien sûr, le fait de se sentir le fils ou la fille de ses parents. Voilà. Mais alors justement, il y a toute cette histoire aujourd'hui qui est ressortie avec John Money aux États-Unis, qui avait donc opéré ce petit garçon car il y avait eu un accident et son pénis avait été brûlé. Donc ce petit garçon est devenu Brenda, a été éduqué comme une fille. Puis finalement, à l'adolescence, quand on lui a révélé en réalité ce qui s'était passé, il a refusé finalement de continuer à être éduqué en tant que petite fille. Et cette personne et son frère, parce qu'il s'agissait de jumeaux, ont fini par se suicider. Donc aujourd'hui, les militants effectivement utilisent cette histoire pour revendiquer le fait que faire des opérations si jeunes serait tout à fait une erreur et que donc il faudrait attendre l'adolescence pour pouvoir effectivement décider quand on est intersexe ou bien quand il y a un petit accident à la naissance. Que répondez-vous à cette histoire ? Mais je réponds qu'il résonne à l'américaine. Bon, et je ne peux pas leur reprocher parce que les Américains raisonnent à l'américaine, ça ne me choque pas. Ce qui me choque, c'est qu'on fasse la même chose en France. Ça me choque parce que là, il y a une importation culturelle. Pourquoi ? Parce que là, l'élément de décision, c'est celui que Léon Kressler a mis en valeur, c'est-à-dire le fait de savoir quel est l'investissement par les parents, dans la relation parent-enfant, d'être le fils ou la fille de ses parents. C'est cela qui guide l'enfant, qui porte l'enfant vers la possibilité de s'approprier plutôt le masculin s'il est un garçon et s'il parvient à s'identifier à son père à ce moment-là, plutôt du côté féminin pour la fille
en s'identifiant à sa mère, mais c'est cela le critère. Ce critère n'a pas été respecté par John Monnet, dont les travaux ont été critiqués comme un petit peu hâtifs et un peu démonstratifs. Bon, donc voilà. Mais c'est cela que je leur réponds. Je leur réponds qu'ils raisonnent à l'américaine. En France, nous avons des éléments de compréhension. Et tout cela, nous savons que ce sont des situations très délicates. Je ne nie pas du tout cet élément-là. Je ne nie pas que ça soit très délicat pour les parents dans ce qui se passe là, que pour les jeunes qui se sentent dans le désarroi de leur... alors, on dit aujourd'hui angoisse de sexuation pubertaire. C'est toujours un élément un peu compliqué. Mais enfin, angoisse de se sentir garçon ou de se sentir fille. Je ne nie pas que cela soit des grands désarrois, mais la façon de les aborder, c'est là l'essentiel. Et moi, je pense qu'il y a aussi dans tout cela une certaine démission de notre rôle et de notre engagement auprès des jeunes. Je veux dire que les jeunes, ce dont ils ont besoin là-dedans, et c'est normal, c'est de sentir que les adultes sont là et peuvent les comprendre. L'attitude des jeunes aujourd'hui, c'est beaucoup « mais vous ne comprenez rien ». Bon, et ça aussi, c'est une certaine atmosphère de société, avec l'impression qu'il y a des classes d'âge, et puis que les classes d'âge sont imperméables les unes aux autres. Justement, c'est tout à fait en contradiction avec moi ce que j'ai appris du lien parent-enfant, notamment dans ce que j'ai mentionné. Bon, effectivement, où au contraire, je dirais, il y a une pénétration que nous savons investiguer, nous, dans tout respect des parents comme des enfants, je le dis. Alors, une des choses importantes de cela, c'est que, je dirais, lorsqu'on dit qu'il faut associer les parents dans ces éléments de réflexion et dans ces décisions, il y a la tentation de dire, oui, mais c'est donc que vous accusez les parents. Mais pas du tout. Nous n'accusons personne. Nous sommes là parce que nous voyons qu'il y a de la souffrance, qu'il y a une connexion qui ne s'établit pas, qui se cherche, et nous cherchons les éléments pour la rétablir. Mais il n'y a aucune accusation des parents. Les parents sont les parents, c'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils peuvent. Et je veux dire, si les parents font ce qu'ils peuvent, c'est déjà beaucoup. Bon. Et effectivement, c'est vrai que pour grandir, il peut y avoir des tas de choses qui se complexifient. Nous sommes là pour ça, mais ça ne veut pas dire que nous accusons les parents. Or, quand on regarde un petit peu le tréfonds de la culture américaine, elle est dans l'idée qu'il ne faut pas parler des parents, parce que si on en parle, c'est qu'on les accuse. Et je prends un exemple assez illustratif pour ça. On dit aujourd'hui, sur la question de l'autisme, que l'autisme, c'est une affaire biologique, et qu'on va trouver le chromosome, etc. Bon. C'est maintenant une thèse, typiquement une thèse américaine. Typiquement parce que, effectivement, à ce moment-là, les parents ne se sentent pas accusés. La question de la culpabilité parentale et la question de la culpabilité de manière générale, c'est un sujet considérable de la vie psychique des humains, des êtres humains. C'est comme ça. Bon, mais nous sommes là pour accompagner cela. Bon, et notamment lorsqu'il y a des motifs comme ça d'incompréhension, de mauvaise liaison, c'est plutôt une mauvaise liaison, et pour rétablir les choses, pour les rétablir sans que ça soit des remèdes factices. Parce qu'il faut quand même rappeler que la solution, qui se veut magique quand même, qui est tu vas faire ton parcours de transition, les hormones, voir la chirurgie, etc., bon, ça aboutit à des drames, et il faut bien rappeler quand même aux militants qu'il y a autant de drames après ces fameuses transitions qu'il n'y en a avant. Bon, mais nous sommes conscients que ce sont des drames, mais les drames après sont aussi dramatiques que les drames avant. Mais ça montre, ça veut souligner que c'est bien la question de la méthode qu'il faut prendre en compte, et non pas la question que c'est cela le sujet. Alors justement, dans vos livres, vous laissez entendre que la source de la dysphorie de genre des enfants pourrait être en lien avec un problème de filiation entre les parents et les enfants. Vous écrivez que la filiation est la colonne vertébrale du développement affectif. Vous parlez d'une déception au cœur de la relation parent-enfant et d'une détresse affective qu'il faut réussir à régler autrement que par une adaptation du corps. Est-ce que vous pouvez justement nous détailler cela ? Je vais le détailler bien volontiers en vous rappelant cette émission très illustrative
qui a été produite par l'une de mes collègues de Robert Debré sur l'émission Quotidien. Bon, si vous vous rappelez cette émission, à un moment, la maman de ce petit garçon à petite bouclette, vous vous rappelez? Quotidien, donc vous parlez du documentaire oui. Diffusé sur Arte. Exactement. D'accord, et l'enfant a ensuite été reçu dans le Quotidien, c'est ça? C'était le même? Je pense. Je sais pas. Non, c'est l'émission, la consultation a été filmée et a été diffusée sur Arte. Sur Arte. Voilà. Si vous vous rappelez ce qui se passe, la maman, à un moment, donc il y a ce petit garçon avec ses bouclettes adorables, et la maman demande à ma collègue, mais comment ça s'explique? Qu'est-ce qui se passe? Une question de maman tout à fait légitime. Bon. Ma collègue répond, on ne sait pas. C'est qu'elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Et alors, attendez, je vais un peu plus loin, parce que la maman lui a tendu une perche. Ah, mais en fait, je sentais que je serais une bien meilleure mère pour une petite fille. Donc, la maman tente une perche, là. Ma collègue ne sait pas la saisir, parce qu'elle n'a pas la formation nécessaire, qui est une formation de psychanalyste, dont moi j'ai pu bénéficier dans le cadre d'une grande association en France, à Paris. C'est essentiel, là, parce que pour saisir cette perche-là, il faut un peu de doigté, c'est ce qu'on apprend, je dirais, dans les cursus de formation, il faut un peu de doigté, mais elle tend la perche, et elle veut dire quelque chose, elle veut dire une difficulté, mais il faut accueillir cette difficulté, et ça n'est pas accuser la maman, c'est accueillir cette difficulté, et la laisser venir, et voir un peu, et il peut y avoir quelque chose par derrière, on peut dénouer, ça c'est ce qu'on appelle dénouer les choses. Bon. Donc effectivement, là, on est dans quelque chose qui est une démonstration, je dirais, du fait que c'est une question de méthode qui est en jeu. Là, la maman, elle a tout dit, et personnellement, je pense que c'est là qu'il faut intervenir, et non pas, parce que la réponse de ma collègue, on ne sait pas. On peut dire que c'est une réponse honnête, une scientifique, bon, on cherche, etc. Réponse américaine typique. J'ai étudié ça sur un certain nombre de tableaux de l'enfance dans beaucoup d'autres situations de problèmes d'enfants. Et c'est caractéristique de ce que font les travaux américains, parce qu'ils recherchent une anomalie biologique. Je l'ai étudié par rapport à l'hyperkinésie, ce qu'on appelle la stabilité psychomotrice. Bon. Ils font les mêmes constats que les travaux français, mais comme ils sont obnubilés par l'idée que c'est forcément génétique, ils ne pensent qu'à ça, et c'est leur seul mode d'autorisation. Pourtant, ils ne recherchent même pas toujours. Ils ne font pas forcément des cariotypes, etc. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est leur optique, c'est que l'anomalie est à chercher dans ce cadre-là. Par exemple, dans l'hyperkinésie, si vous voulez, il y avait tout un tas de théorisations, le minimal brain dysfunction. Bon, alors une fois qu'on avait dit ça, on avait mis un mot, mais on n'avait rien trouvé qui explique quoi que ce soit. Alors que les travaux français, dont les miens, je dois dire, mais enfin bon, je me suis intéressé à ce sujet, montrent une autre approche et une autre compréhension. Bon, là encore, c'est cela qui est la question, je dirais, de la méthode et de l'opposition, je dirais, et du fait, je pense, de refuser en France d'importer les théorisations nord-américaines. Or, ce que je pense, pour en revenir à la question que vous m'avez posée, c'est que mes collègues de la Salpêtrière se sont engouffrés dans ces méthodes, ce qui est un délaissement de la culture française et de travaux qui sont éminents quand même. Bon, et je veux dire, qui sont des preuves. Alors, le problème, si on peut, c'est que, scientifiquement parlant, si on veut avoir un esprit scientifique, eh bien évidemment, ça parle moins, parce que on est dans une dialectique, on est dans un travail, c'est un travail assez lent, le travail psychologique tel que je le décris. Il faut dénouer les choses. Je vais peut-être vous dire comment je propose de procéder à propos des situations des adolescents. Allez-y, vous pouvez nous donner aussi des exemples assez concrets, évidemment, sans rentrer dans des patients précis, parce que j'imagine que vous ne pouvez pas, mais si vous pouvez nous donner des exemples concrets de situations où quelqu'un vous a... Enfin, des parents sont venus avec un enfant qui avait ce genre de problématique, et comment vous avez réussi à dénouer et trouver le problème à sa source. Dans la situation actuelle, les familles que je suis amené à recevoir, parce que j'accueille au départ les familles, je vais vous dire pourquoi, viennent
ce sont beaucoup des adolescents, enfin à partir de 13-14 ans, que la question devient aiguë, avec la réclamation qui devient active à ce moment-là de certains jeunes d'engager la fameuse transition. Et donc, je les reçois et j'explique au préalable la façon dont je vais procéder. Donc, je reçois 2 parents et un jeune ou une jeune. Voilà. Alors, ce qui est pour moi essentiel actuellement, c'est de ne pas prendre les choses de front. Je ne vais pas commencer à expliquer aux jeunes, mais écoute, si tu vois bien que tu es un garçon, là, ou tu vois bien que tu es... Bon, parce que là, je suis sûr de me planter. Et puis je n'apporte rien, ça tout le monde peut le faire. Ce n'est pas mon rôle. Bon. Par contre, la question actuelle qui se pose, c'est qu'il y a une certaine crispation des jeunes, aujourd'hui, que je pense être assez défensive, si vous voulez. Mais je pense qu'il faut arriver, je dirais, à détendre les choses, parce que sinon, ils sont très crispés sur leur revendication, qui est très identitaire, on pourrait dire. Ils sont mal, mais c'est pas très agréable de se sentir mal, donc ils se crispent sur leur réponse. J'ai ma réponse, et je la veux, et je l'exige, voilà. Et on arrive avec des parents qui sont évidemment, bon, comme, qu'est-ce qu'on peut faire, voilà. Bon. Donc vous voyez, ça c'est le contexte actuel, si vous voulez. Bon. Moi, mon objectif, dans ces consultations, c'est de détendre cela pour déjà au moins décrisper la réflexion et qu'on puisse accueillir le fait que tout ça, eh ben, c'est des sentiments vachement pas faciles à vivre. Bon, les parents sont déboussolés, mais le jeune, il n'est pas bien. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors moi, je vais vous dire comment je travaille, mais c'est une affaire... c'est une pratique que j'ai aussi dans d'autres situations, parce que j'ai beaucoup travaillé dans ce type avec des jeunes sur beaucoup de sujets. Donc, j'accueille ce monde-là et je demande au jeune ou à la jeune de me décrire ses parents à l'âge qu'il avait ou qu'elle avait, ou qu'il a ou qu'elle a actuellement. Voilà. Alors, l'idée, c'est d'abord de voir, parce que souvent, alors ils ont un air un peu surpris, et c'est mon but. Hein, je veux justement qu'on sorte des trucs bien tranchés. Et alors parfois ils disent, ah ben moi je sais pas. Bon. Ce qui est intéressant de voir, c'est quelle représentation ils ont des problèmes que leurs parents ont connus. Et bon, ben, je leur dis, ben, si tu ne sais pas, qu'est-ce que tu imagines? Comment tu vois ça? Bon. Ça permet aussi d'aller un peu plus loin. Est-ce que tu connais tes grands-parents? Est-ce que tes grands-parents, etc. Enfin, vous voyez, bon, voilà. On est là, comme ça, dans quelque chose, et c'est les parents qui sont un peu sur la sellette. Et c'est intéressant comme ça, parce qu'il faut sortir de la situation où le jeune est là entre papa et maman, etc. Et à ce moment-là, on plombe tout si on reste comme ça, voilà. Donc, les parents sont un peu comme ça, et puis... Ils sont dans la pièce avec? Pardon? Ils sont dans la pièce? Ah, ils sont là, ils sont auditeurs, voilà. Toutes les consultations? Alors ça, c'est les débuts de consultation, si vous voulez, parce que moi, en fait, c'est ce que je fais, parce que dans les situations, je suis beaucoup saisi de parents qui s'alarment de la demande de transition de leurs jeunes, si vous voulez, bon, et donc mon objectif, c'est de permettre, je dirais, qu'on pose la question véritablement de ce qui se passe, et qu'on ne s'engouffre pas dans ces parcours, voilà, je dirais sans le temps de la réflexion, ce qui est un sujet majeur actuellement, voilà. Ah, donc ça, je dirais, ce sont les premières consultations, mais finalement, c'est le cœur du débat pour remettre les choses, non pas au fait de, comment ils disent, je suis transgenre, etc. Enfin bon, ces sortes d'affirmations identitaires, si vous voulez, des jeunes qui ont considéré que c'était comme ça et qu'il n'y avait rien à en dire. Bon, mais pour remettre de la perplexité et de la réflexion. Voilà. Alors les parents ensuite, je leur dis, ben voilà, alors, comment vous ressentez tout ça? Et je fais en sorte que
il s'adresse à moi, parce que là, je suis médiateur, si vous voulez, ça ne pourrait pas se faire à la table familiale, ce genre de choses. Mais les parents s'adressent à la fois à leurs jeunes et à moi, si vous voulez, donc je suis un peu médiateur dans tout ça. Et à partir de là, l'objectif, c'est de bien montrer que les parents, ils ont barboté aussi. Que l'adolescence, c'est toujours un peu un barbotage. Bon, enfin voilà, plus ou moins, mais enfin bon. Donc, et qu'on peut entendre ça, et qu'on peut comprendre ça. Je crois que c'est essentiel parce que les jeunes se barricadent là dans leurs histoires de transition parce qu'ils ont l'impression, ou ils veulent considérer qu'on n'y comprend rien et qu'on n'y comprendra jamais rien et qu'on est qu'on est muré, etc. Bon, donc c'est pour remettre, voilà, et remettre le fait que les parents, oui, ils ont suffisamment surmonté un certain nombre de choses de leur adolescence, puisqu'ils ont quand même réussi à devenir parents. Bon, donc ça veut dire qu'ils ont quand même ressaisi un certain nombre de leurs difficultés, mais qu'ils en ont traversé un certain nombre. Donc ça permet de tricoter, si je puis dire. Bon. Et ça, c'est mon objectif. Alors, à partir de là, il se passe des choses, je dirais, très diverses. Bon, moi, généralement, donc, parfois les choses en restent là, ou parfois les choses aboutissent à de nouvelles consultations. Mais il y a il se passe une dynamique qui est finalement ce qui m'intéresse dans la situation, parce qu'il faut remettre une dynamique psychologique là-dedans. C'est ça mon objectif. Bon, pour donner un exemple, si vous voulez, un petit peu neutre et que je peux rapporter comme tel, si vous voulez, même dans une émission qui diffusera, si vous voulez, mais il y avait eu quelque chose d'assez illustratif dans une situation c'était une jeune fille dont on s'est aperçu, bon, alors à travers plusieurs consultations, elle s'est nouée, elle a noué une amitié avec un garçon d'une façon assez amusante, parce que sur la base d'une même date de naissance, ils sont nés l'un et l'autre le même jour. Je dis cela parce que, évidemment, ça avait son importance, parce que c'était comme une espèce d'identification possible. Ils pouvaient se retrouver l'un dans l'autre. Bon, il se trouve que ce garçon, en plus, était homosexuel. Voilà, il le vivait, voilà. Et il s'est développé une forme d'amitié, enfin, de liaison, de lien. Ils se sont mis à vivre un peu une amitié adolescente. Enfin bon, aller au cinoche, bon. Et c'était quelque chose qui sortait, cette jeune fille, qui sinon était assez repliée sur elle-même, voilà, et qui l'a sortie de sa revendication. C'est ça que je trouvais, en l'occurrence, important. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, cette affaire de je veux devenir un garçon, etc., perdait de sa, se filochait, si je puis dire, perdait de son intensité. Bon. Montrant bien, je crois, que c'était un refuge à un grand malaise, bon, qui se trouvait là, apaisé, et cette camaraderie, je dirais plutôt ça comme ça, dans cette relation, cette camaraderie a été assez porteuse pour elle, et je crois pour le garçon aussi, parce que, voilà, il y a quelque chose, et en même temps qui donnait l'impression, vue d'extérieur, d'une relation garçon-fille, sans rentrer dans les détails, ce qui n'avait aucune importance, bien sûr, mais permettant justement qu'elle ne s'enferme pas dans son discours. Donc c'est là, si vous voulez, bon, ça c'était quelque chose que j'ai trouvé très intéressant parce que ça montrait bien un petit peu, je dirais, ce que sont les mécanismes en jeu et les mécanismes psychologiques en jeu. La question de l'identification, pour nous, en psychologie, c'est très fondamental parce que c'est à partir des identifications que se crée le sentiment d'être garçon ou d'être fille, et de pouvoir ensuite vivre une vie amoureuse
avec des garçons, avec des filles. Bon, c'est ça je dirais, qui porte cet équilibre. Et c'est ça, je dirais, l'objectif que moi je me donne principalement dans ces consultations, qui est de sortir de la crispation et de sortir de la voie utopique, parce que c'est quand même les transitions médico-chirurgicales, c'est quand même une utopie. Voilà. Pour nous soutenir, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo, de la partager sur vos réseaux, d'activer la petite cloche pour être prévenu de la mise en ligne de nos nouveaux contenus. Et si notre travail vous plaît, et si vous souhaitez nous encourager à continuer, vous pouvez nous faire un don sur le lien en description. Finalement, j'ai l'impression que ce qui ressort de votre discours, c'est de dire que l'adolescence, c'est une période de quête identitaire, et ça, c'est quelque chose d'assez universel. Hein. J'ai l'impression qu'à travers la question que vous posez, voilà, comment étaient tes parents au même âge, finalement, c'est de montrer cette universalité de l'adolescence à travers les époques. Ça a toujours été une quête identitaire, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'idéologie transgenre se propose aux jeunes comme une nouvelle réponse justement à cette quête identitaire qui, encore une fois, est normale, une réponse qui va les enfermer dans tout un tas de cases, de stéréotypes, qui va se proposer aussi en mode de vie total, en centre d'intérêt spécifique. Et finalement, j'ai l'impression que ce que vous essayez de dire aussi, c'est tout simplement montrer aux adolescents que des centres d'intérêt, il peut y en avoir plein d'autres, des modes de vie, il peut y en avoir d'autres aussi, et finalement, tout simplement détourner leur attention de cet objet qu'ils ont mis au centre de leur vie. Finalement, c'est un peu ça la méthode. Oui, mais c'est vrai que je vois cette réclamation de transition chez les jeunes, ce que Céline Masson et Caroline Eliachev appellent la transidentification. Finalement, on retrouve l'identification. Bon, là, effectivement, il y a une identification comme un phénomène de groupe. Et là, on se groupe et on fait corps, en quelque sorte, bon, ensemble. Et ensuite, on se sent, je dirais, protégé des contacts avec les autres générations. De cela, d'ailleurs, la génération des adultes est pour une part responsable. Bon, effectivement, il y a... alors, là encore, je charge beaucoup la culture américaine, non pas pour elle-même, mais pour le fait qu'on l'applique en France, parce qu'il y a dans le fait que ces transitions soient réclamées pour les adolescents et les enfants, il y a la conception nord-américaine qui est qu'on ne doit pas discriminer selon l'âge. Bon, ce qui est une négation complète du fait que, une occultation complète du fait qu'il y a une maturation chez l'enfant et chez l'adolescent qui ne permet pas de comprendre exactement quels sont les enjeux du fait de changer, de subir des traitements et de modifier son corps. Bon. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très propre à la culture américaine, et également dans cette idée qui est très liée à cette culture, je dirais, du fait que la transmission psycho-affective, je dirais, n'est pas portée par cette culture. La culture américaine est une culture très légaliste, et y compris les liens familiaux sont beaucoup plus gérés par le juridique que par le lien psycho-affectif. C'est quelque chose, bon, c'est comme ça. En culture française, où on a porté beaucoup plus d'attention et d'intérêt à cette dimension, effectivement, il serait dommage, je dis en effet, que du coup, parce que du coup, on laisse se constituer des classes d'âge refermées sur elles-mêmes, ce qui est beaucoup, en effet, le fait des adolescents qui, du coup, je dirais, créent un espèce de phénomène identitaire sur le mode « vous ne me comprenez pas, vous ne pouvez pas nous comprendre », et donc nous nous établissons et nous savons ce qui est bon pour nous, en fait. Donc, ce qui joue évidemment, notamment dans le phénomène transgenre. Christian Flavigny, en 2022, une loi contre les thérapies de conversion d'identité de genre est passée. Vous avez suivi, j'imagine. Cette loi empêche les psychiatres et les psychologues de faire leur travail correctement, car à partir du moment où le médecin tente de travailler avec son patient sur cette dysphorie de genre et que celui-ci ne le valide pas dans sa nouvelle identité de genre, le psychiatre risque d'être accusé de pratiquer une thérapie de conversion.
Qu'est-ce que vous en pensez et est-ce que vous avez peur pour votre pratique professionnelle? Alors, j'en pense que les législateurs français ont vraiment une propension absolument exceptionnelle à faire des lois pour interdire des choses qui n'ont jamais été pratiquées en France. Ça, c'est quand même... Alors, c'est fabuleux, quoi. C'est une créativité extraordinaire. Les thérapies de conversion n'ont jamais été pratiquées en France. Elles ont été pratiquées en milieu anglo-saxon. Bon. Mais moi, je rappelle toujours à cet égard l'opposition entre ce qui s'est passé pour Alan Turing et ce qui s'est passé pour Charles Trenet, ou ce qui s'est passé pour Oscar Wilde d'un côté et ce qui s'est passé pour Colette de l'autre, si vous voulez. Il faut voir la différence je dirais de compréhension culturelle c'est une affaire culturelle. Bon, il y a une ouverture. L'ouverture, finalement, aux différences, les pays anglo-saxons le visent sur la forme parce qu'ils n'ont pas la compréhension de fond. Donc effectivement, sur la forme, du coup, l'homosexualité est extrêmement violemment réprimée dans les pays anglo-saxons parce que, je dirais, dérogeant et bousculant la pratique, parce que c'est un aspect de forme. Dans les pays, en culture française, où il y a une ouverture au fait qu'être homosexuel ou être hétérosexuel, rien que les mots d'ailleurs sont des mots très américanisés, mais c'est une disposition différente dans la relation de sa vie amoureuse et que ça n'engage pas que ça n'engage pas, enfin, que l'aspect extérieur ne compte pas, que c'est somme toute la vie privée de chacun et que ça ne dérange personne si c'est fait dans le cadre de la vie privée. Donc il y a là un rapport très différent. Alors là le législateur, alors une fois encore, a voulu super bien faire, voilà, et satisfaire des militants qui évidemment ne demandent que ça. Mais je veux dire, c'est pitoyable de la part des législateurs de se laisser malmener, enfin de se laisser dicter leur conduite par les militants. Mais il faut bien voir que ce type de législation n'est que dans le fil de ce qui se produit en France depuis une trentaine d'années. À l'école, je le rapporte dans mon livre, déjà avec toute l'importation, je dirais, des conceptions autour des discriminations qui n'avaient absolument pas sa place dans la manière, là encore. Il faut tenir compte de ce qui peut se passer, il faut s'occuper des jeunes, mais la manière a été la manière, je dirais, juridique et discriminatoire. Enfin déjà sous la présidence de Sarkozy à l'époque. Ensuite, toutes ces lois veulent bien faire sans prendre en compte le contexte qui est complètement différent. Je l'ai signalé à propos du mariage. Le contexte du mariage américain n'a rien à voir avec le contexte du mariage français. Et c'est à ce propos-là que j'ai dit il fallait discuter vraiment, savoir si c'était une bonne chose d'appliquer une manière en France. Là, c'est la même chose. La thérapie de conversion, savoir si ça me gêne, je veux dire... c'est triste à dire, mais moi personnellement je m'en fous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi je fais mon boulot. Si on vient me chercher, peut-être qu'il y aurait des militants qui voudraient essayer de m'empêcher de travailler. D'ailleurs, effectivement, il y a une association récemment qui, dans le cadre de quelque chose que nous avions fait avec l'Observatoire de la Petite Sirène, m'a dénoncé auprès du Conseil de l'Ordre, avec quelques autres collègues. Je veux dire, ça ne m'empêche pas de travailler, si vous voulez. Ça me rend assez triste, parce que je constate l'importation, je dirais, dans des associations françaises comme le planning familial, etc., de conceptions extrêmement discutables, extrêmement militantes, mais tel est l'état de la situation, et je dénonce bien sûr cette loi sur la thérapie de conversion, en notant quand même
que le récent projet mené par la sénatrice Madame Eustache-Brinio, je dirais, préconise de revenir sur cette loi et sur un certain nombre de choses, notamment la circulaire Blanquer, qui est là aussi quelque chose qui est une aberration. C'est-à-dire qu'on se met à dire à des jeunes, qu'ils sont capables de juger d'eux-mêmes de leur situation, ce qui fait qu'on n'écoute pas ce qui se passe pour les jeunes. Un jeune qui vient dire je suis de l'autre sexe, il faut entendre ce qu'il dit. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut prendre au pied de la lettre ce qu'il dit. Toute l'affaire est là. Et moi je dis que prendre au pied de la lettre, c'est une démission à l'égard des jeunes. C'est qu'on ne joue pas notre rôle d'adulte à leur égard. Certains enfants qui ont des parents trans commencent à prendre la parole. Nous en parlons dans notre livre Transmania. Il y a par exemple Emma, une jeune femme, qui a lancé un site qui s'appelle Children of Transitioners. Ces enfants doivent parfois se battre pour que leur acte de naissance ne soit pas modifié sous la demande d'un père qui veut être qualifié de mère. D'autres enfants vont carrément naître d'hommes enceints, c'est-à-dire de femmes qui ont transitionné et se présentent comme des hommes. Comment se construisent les enfants de parents trans ? Si vous voulez, il faut bien distinguer le vécu et l'interférence des lois. Il y a, et je l'ai dénoncé d'ailleurs, je rapporte dans mon livre, un homme qui a fait donner naissance à un enfant. Il avait déjà 2 enfants précédemment, du même couple d'ailleurs. Il avait 2 enfants. Il a donné naissance à un enfant, mais entre-temps, c'est un homme qui a donné naissance, c'est-à-dire que c'est un homme qui a donné naissance avec sa femme. D'accord. Donc qui a donné ses spermatozoïdes donnant naissance à un enfant. Oui. Mais cet homme, entre-temps, avait été reconnu femme du fait de son vécu, de son ressenti par la justice, et il a obtenu, après tout un parcours que je rapporte dans mon livre, d'être considéré comme mère de cet enfant. Là encore... En France. En France. À Toulouse. En France, oui, en France. C'est la Cour de Toulouse, je crois, qui a finalement acté cela. Voilà. Alors là encore, je dis, c'est tout à fait caractéristique de la façon dont on se plie à la conception américaine. La conception américaine qui ne comprend pas... La conception américaine est un peu simpliste, je m'excuse de le dire comme ça, mais enfin, après tout, pourquoi pas, hein, bon. Et elle dit, cet homme se ressent femme, il se ressent plutôt maternel avec son enfant, disons que c'est la mère. C'est très simpliste. C'est très simpliste parce que cet homme a donné ses spermatozoïdes. Bon. Mais ça, c'est la conception américaine qui ne pousse pas le raisonnement plus loin. Et ce que je dénonce de la décision de la Cour de Toulouse, qui applique cette conception, qui heurte profondément la conception française. Parce que là, il y a une vraie incongruence, si vous voulez, le mot d'incongruence, alors là, on le met quand on veut, mais là il y est. C'est-à-dire que cet homme, cet enfant est né donc, des spermatozoïdes de cet homme qui est sa mère. Bon. Donc il a 2 mères. Alors il a 2 mères, et si on tient compte justement, parce que ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que la conception française, elle connaît la question de la filiation et elle s'ancre sur la question de la filiation et elle sait que c'est l'axe qui porte le développement psychique de l'enfant. C'est la filiation, c'est mon fils, ma fille. Voilà, je suis son fils, je suis leur fils, je suis leur fille. Ça, c'est l'axe qui porte le développement de l'enfant. Ce qui n'est pas la conception psychologique américaine, je leur laisse. Hein, bon, mais je leur laisse, bien qu'on ait, au fur et à mesure de certains colloques, on a essayé de leur faire comprendre, mais ça, c'est les débats des colloques, c'est normal. Bon. Mais, bon. Et donc, à ce moment-là, effectivement, c'est une incongruité et une incongruence complète pour la vie psychique de l'enfant. C'est un manque de respect pour cet enfant. Oh, ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de ça. C'est un manque de respect, oui, mais je veux dire, c'est quelque chose qui est un paradoxe au cœur de la vie psychique, si vous voulez. C'est quelque chose. Je cherche le mot qui conviendrait, mais enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui est au-delà du respect de l'enfant, parce que si c'était juste ne pas le respecter, mais c'est quelque chose, c'est un piège pour la vie psychique. Dans la conception que nous avons en culture française, si vous voulez, on ne peut pas dire dans notre conception qui est basée sur les liens de filiation,
Parce qu'effectivement, à ce moment-là, quelle est l'identification? Je ne sais pas quel est le sexe de l'enfant en question, mais je crois que c'est un garçon. Mais à ce moment-là, quelle identification est possible? Enfin, à qui? Bon. Donc, effectivement, là, et là, j'insiste sur le fait que ce sont les lois qui créent le problème psychique pour l'enfant. Le fait qu'un père soit plutôt maternant, mais c'est pas un problème. Ça, enfin, c'est pas un problème. L'enfant peut se débrouiller avec ça. Ce qui est le problème, ce sont les lois parce qu'elles créent une espèce d'objectivité de la chose. Si ça reste du domaine du subjectif, mais à ce moment-là, on peut tricoter cela. Et si l'enfant est en difficulté avec ça, il pourra en parler. Ça reste, je dirais, dans une compréhension possible. Si les lois ont asséné que c'était comme ça et que c'était comme ça, à ce moment-là, effectivement, il y a un piège psychologique pour l'enfant. Les lois viennent finalement redéfinir le réel. Est-ce que vous diriez que ça crée une effraction psychique des enfants? Oh oui. Oh oui, ça je crois qu'on peut largement le dire. Parce qu'effectivement, vous avez raison de dire que, la loi a une portée pour dire le réel, parce que la loi prend une valeur d'objectivité, en fait. Bon, alors que la vie psychique, elle est basée sur une subjectivité. Bon, voilà. Et les subjectivités se mêlent, s'entremêlent, se nourrissent les unes des autres, se conflictualisent les unes les autres. Ça, bon, mais ça, c'est la vie psychique. Bon. Mais tout ça, ça reste, je dirais, du cadre restreint. Tandis que la loi vient asséner la parole collective qui est « c'est comme ça ». Effectivement, à ce moment-là, oui, en effet, à ce moment-là, il y a une effraction de la vie psychique, oui. Christian Flavigny, nous avons une dernière question. Il y a actuellement de gros débats sur l'éducation sexuelle à l'école. L'association SOS Éducation a d'ailleurs lancé une pétition à ce sujet. Certains pensent qu'il faut parler de sexualité aux enfants à un jeune âge, d'autres s'y opposent. Parallèlement, on voit aussi beaucoup dans le monde anglo-saxon, puis ça commence à arriver en France, des spectacles de drag queen pour enfants. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que selon vous, il faut parler de sexuation et de sexualité aux enfants? Bien, là, on est de façon caractéristique dans l'idée que respecter l'enfant, c'est comme le prendre pour un petit adulte et le mettre dans le bain de la vie des adultes. Bon. Eh bien, moi, je conteste cette approche parce que l'enfant, je dirais, il est dans la perplexité, mais c'est une perplexité sur toutes ces questions de la vie des adultes. Il y pense, hein, qu'est-ce qui se passe entre papa et maman, ça, bon. Mais c'est une perplexité qui est maturative. C'est-à-dire qu'il se prépare. Et il se prépare à travers la vie psychique. Prétendre qu'on va le préparer en lui donnant l'information sur ce qui se passe réellement entre papa et maman, ou entre ou le fait qu'il y a des hommes qui se déguisent, etc., ça c'est une erreur. Et là aussi, on peut parler d'effraction. Parce que c'est quelque chose, je dirais, qui déstabilise la maturation qui est en cours. Bon. Alors la maturation, elle est complexe en plus pour l'enfant, parce que c'est pas tout à fait simple pour tous les petits garçons de se projeter, de se sentir le bon fils de leurs parents, de ses parents, de se sentir un avenir d'homme. Oui, c'est compliqué, mais ça n'est pas l'idée que de l'immerger dans, je dirais, ce que sont les secrets qui sont des secrets à découvrir. C'est-à-dire qu'ils se découvrent par la maturation, avec le moment de l'enfance, où je dirais la sexualité, je dirais, n'a aucune place, en tout cas au niveau de la sexualité humaine. D'abord, les enfants s'intéressent beaucoup à la sexualité des animaux. Vous savez, c'est comme ça qu'ils comprennent ce qui se passe entre les papas et les mamans. Ils se disent, oh là là, il doit y avoir quelque chose de ce type-là. Bon. Et puis, qui est un phénomène plus général de la sexualité, même dans les plantes, etc. Oui, ce thème général, oui. Mais la sexualité humaine, c'est quelque chose qu'ils sont à découvrir parce que aussi, on en fait, je dirais, une pratique. Alors, la sexualité, c'est quand même un petit peu autre chose qu'une pratique. Il y a une pratique, oui, mais pas seulement dans la vie des humains. Et ça, c'est quelque chose qui se découvre et qui les interroge, eux, mais au niveau de ce qui se passe entre leurs parents. Chez les enfants, c'est ça qui les concerne, c'est ça qui les anime. Et qui n'est pas toujours simple. Hein. Bon, mais c'est ça qui... Bon, qu'est-ce qui fait qu'un homme se rapproche d'une femme ou ne se rapproche pas d'une femme? Qu'est-ce qui fait qu'un homme est... etc. Ça, ce sont ces questions. Mais ce n'est pas en l'immergeant dans la pratique, je dirais,
que l'on va en quoi que ce soit l'aider, et même au contraire, on va plutôt brouiller les choses. Avec la majorité des situations, les enfants iront dire à leurs parents, et les parents remettront un peu les choses en place, mais pour un certain nombre d'enfants qui n'auront pas ce bénéfice, à ce moment-là, il y a quelque chose qui est perturbateur. Donc je pense qu'on est là dans l'illusion complète du fait que respecter l'enfant, ce serait en faire un petit adulte miniature. Christian Flavigny, merci d'avoir participé à cet entretien. Nous rappelons que vous avez écrit 3 livres sur le sujet trans, Aider les enfants transgenres contre l'américanisation des soins, La querelle du genre et comprendre le phénomène transgenre, la réponse par la culture française. Merci encore. Merci à vous. Nous espérons que cet entretien vous a plu. Si vous souhaitez continuer à entendre des voix dissidentes sur les questions de genre, merci de nous soutenir en likant cette vidéo, en la partageant, en vous abonnant et en activant la petite cloche pour être prévenu de la mise en ligne de nos nouveaux contenus. Vous pouvez aussi nous faire un don, car produire ce type de contenu a un certain coût et nous prend du temps. Une autre façon de nous soutenir tout en apprenant, c'est de vous procurer notre livre Transmania, enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre, paru aux éditions Magnus.